Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un marronnier. Le marronnier commun, marronnier d'Inde ou marronnier blanc est un arbre anciennement de la famille des Hippocastanaceae. Il est souvent confondu avec le châtaignier commun qui produit la véritable châtaigne comestible. Bla 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 bla. Non, en fait, on va parler d'un marronnier, à savoir un truc récurrent et prévisible dont les journalistes sont friands pour meubler leurs colonnes quand ils n'ont pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Et alors un marronnier, dans le langage journalistique, vous savez ce que c'est, hein, Sonia? C'est un sujet que l'on peut faire et refaire tous les ans parce que, tel le marronnier qui immanquablement refleurit au printemps et se fane à l'automne, il revient sempiternellement dans l'actu. Ainsi, la rentrée des classes est un marronnier, tout comme la neige en hiver ou la chaleur en été. Je veux parler des feuilles mortes qui bloquent le train. Je veux faire un scandale à la SNCF. Oui, sous de nous à la SNCF, comment de simples feuilles peuvent bloquer un train? Ils font comment dans les autres pays? On est vraiment nuls. Dans le temps, ça glissait pas. Feuille ou pas feuille, alors les jeunes, c'est des minables. Bon, j'arrête là la série des poncifs, mais on pourrait en faire une liste longue comme le bras. Et en fait, c'est un peu ce qu'on va faire en répondant à ces grands moments de philosophie de comptoir et à bien d'autres encore. Allez hop, rentrons dans le cœur d'une histoire d'amour compliquée, celle du rail et de la roue. La plus grande force du train est aussi sa plus grande faiblesse, roue acier sur rail acier. Ce couple est idéal pour rouler, car il n'y a entre les deux que très peu de frottement. Rendez-vous compte, un TGV entier repose sur une surface équivalente à 50 cm². Bon, perso, ça ne me parle pas des masses, alors je vais traduire. Un TGV complet repose sur une surface dont la diagonale est de 4,2 pouces. C'est pas clair? Bon ok, on va retraduire la traduction. Vous voyez un iPhone 5? Bon, si vous ne voyez toujours pas, prenez votre téléphone. Regardez la surface de l'écran. Un TGV repose sur plus petit que ça. À titre de comparaison, une moto, où au max on monte à 2, bon parfois à plus mais c'est pas très recommandé, repose au sol sur l'équivalent de la taille de 2 cartes de crédit. Une voiture, une feuille A4. Un TGV où on monte à plus de 500 personnes repose sur un 12e de la surface de contact d'une voiture avec le sol. Et comme si ça ne suffisait pas pour en faire un champion du frottement réduit, il a en plus des roues en acier sur un rail en acier. Donc pas de déformation et un contact lisse au possible. Aussi quand il roule, c'est le nirvana de la dépense énergétique. Il consomme très peu. Mais voilà, rien n'est jamais gratuit en ce bas monde. Ce superbe couple paye le prix de l'adhérence. Et l'adhérence, c'est utile pour accélérer et freiner. Bon, pour tourner aussi, mais dans le cadre d'un train, ce n'est pas le problème, puisqu'il ne peut que suivre les rails. Alors oui, ça va être très compliqué pour se mettre en mouvement. Après, ça va être top pour rouler, car ça demande juste un effort d'entretien du mouvement pour lutter contre le frottement de l'air, et ça va redevenir problématique pour s'arrêter. Accélérer, c'est transmettre une énergie. Freiner, c'est la dissiper. Dans les deux cas, ça va transmettre un effort en direction de la surface de contact. En voiture, vos pneus vont accrocher au sol par l'intermédiaire des crampons, les petits dessins qu'il y a dessus. Sol qui est lui-même fait de petits graviers agglomérés, le bitume. Enfin, sachez qu'il existe aussi d'autres profils de pneus, je pense aux pneus slick, ceux-là, qui n'ont carrément pas de rainure. Donc effectivement, sur le sec, c'est hyper efficace. Sur le mouillé, bon courage, parce que ça n'évacue 0% d'eau, hein, c'est 0. Hein. Donc on a maximisé la surface en contact avec la route, donc effectivement j'adhère bien sur sol sec, mais sur sol mouillé, c'est fini, et c'est la raison pour laquelle ces pneus sont interdits sur la route, c'est réservé à un usage compétition. En train, la roue est lisse et le rail aussi. Pour finir de noircir le tableau, là où une voiture fait 1,5 tonnes, le train en fait entre 150 et 3000, suivant les types de trains. Ça nous donne des distances de freinage super longues. À moins d'1 kilomètre, on ne fait rien. Et pour un TGV lancé à fond, ce sera plus de 3 km pour s'arrêter. On pourra accélérer plus et freiner plus, sauf que ça ne servira à rien car le train se mettrait à glisser, et donc les distances encore rallongées. C'est la rançon de l'amour dans ce couple roue acier, rail acier. Petit point vocabulaire avant de continuer, quand un train freine et que ses roues glissent sur le rail, au lieu de ralentir progressivement, on dit qu'il enraye.
Quand un train tente d'accélérer et que ses roues tournent sur elles-mêmes sans le faire avancer pour autant, on dit qu'il patine. Enrayage, patinage. L'enrayage va surtout user la roue car elle ne tourne pas et frotte contre le rail. Le patinage va lui surtout flinguer le rail car la roue tourne sur un point fixe du rail. Voilà pour le point vocabulaire, revenons à notre histoire d'amour. Un truc va venir perturber le couple, c'est le climat. Le couple va souffrir quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il fait humide, mais bon, globalement, on sait faire. Non, le plus chiant, ça va être le petit caillou dans la pompe, les feuilles. Alors on pourrait se faire un TP de chimie pour comprendre pourquoi les feuilles avec de l'humidité ça glisse, mais j'ai mieux et moins chiant. Allez voir les assureurs. Eux sont toujours à la pointe de la prévention de ce qui pourrait leur coûter de l'argent. Et que trouve-t-on sur leur site ? De la prévention sur le risque lié aux glissades sur les feuilles mortes. Et en effet, la presse relate les événements en lien avec cette cause. Donc c'est acté, les feuilles mortes, ça glisse. Avec notre train, pas de risque de chute en cas de glissade, mais une distance d'accélération et de freinage plus longue. Sauf que les gares et les signaux à respecter, eux, ne vont pas bouger d'emplacement. Donc à moins de vouloir s'arrêter après les feux et après les quais, il va falloir freiner plus tôt et accélérer plus lentement. Sauf que freiner plus tôt et accélérer plus tendrement, ça va allonger les temps de parcours et donc mettre le train en retard. Dans le pire des cas, quand ce rail sera bien gras, ça empêchera carrément le train d'avancer. Il patinera, fera du surplace, même en accélérant tendrement, et il ne bougera pas. Train en retard de 5 minutes. C'est incompréhensiblement compréhensible. Je valide ma patience et j'attends. Mais c'est quoi cette histoire de gras ? Le gras, c'est la vie. Alors là, budget de malade, j'ai pris mon mixeur, des feuilles mortes, un peu d'humidité et hop, cuisine. Bon, forcément, il faut en plus un morceau de rail, mais tout bon cheminot a ça à la maison. Vous voyez le résultat, une bouillie qui va se former à chaque fois qu'un train écrasera des feuilles sur le rail. Et cette bouillie est bien grasse, du fait de la composition même des feuilles. Le TP de chimie, tout ça. Et le gras, ça glisse. Donc perte d'adhérence. Perdre de l'adhérence, c'est justement ce qu'on recherche quand on beurre un moule à gâteau, de façon à ce qu'il ne colle pas sur le moule pendant la cuisson. Alors c'est bien pour les gâteaux, mais pas pour le rail. Perte d'adhérence, enrayage, ainsi de suite. Y'a qu'à nettoyer. Ok, on ne va pas spoiler la fin maintenant, car c'est une autre question qui voit le jour. Pourquoi les feuilles, et donc le gras, viendraient se déposer pile poil sur le rail ? C'est à cause des cyclistes. Enfin, c'est à cause de la Formule 1. Enfin, c'est à cause de l'aspiration. Car oui, ce phénomène qui permet aux cyclistes de faire moins d'efforts quand ils sont au creux du peloton que s'ils étaient en tête. Tout coureur qui progresse, il pousse un genre de mur d'air que l'on peut voir sur le résultat de simulation en rouge. D'un autre côté, on peut voir dans son dos une partie bleue qui est plutôt une dépression d'air, un peu comme une force qui le retire vers l'arrière. Ce même phénomène qui permet au pilote de F1 de derrière de se caler juste derrière celui de devant et de le doubler avec moins d'efforts, et notre train, il fait pareil. Il pousse l'air devant lui et crée une dépression derrière lui. Les feuilles gentiment tombées au sol partout sur la voie, elles font quoi ? Elles sont aspirées par l'arrière du train et retombent sur la voie. Et voilà comment on retrouve une concentration bien plus importante de feuilles dans l'axe du train sur la voie qu'autour de la voie. Dédé revient à la charge. Et puisque vous le savez, pourquoi vous ne faites rien ? Pauvre Dédé. Un jour, il faudrait qu'il cherche un peu avant de l'ouvrir. Car on fait beaucoup de choses. Déjà, on sable. Non, on ne s'amuse pas à faire des châteaux de sable, on sable. Du verbe sabler, enfin bon, on sable quoi. Les trains sont équipés de dispositifs qui vont détecter les patinages et les enrayages et venir déposer devant la roue un mince filet de sable. Car le sable, il permet, en s'écrasant sous la roue, de retrouver une surface plus saine et donc de l'adhérence. Ça ne fera pas de miracle, mais ce sera nettement mieux. On va aussi régulièrement nettoyer les rails. Mais voilà, l'automne arrive en même temps à Brest, Strasbourg ou Pau. Si bien qu'à moins d'avoir 5000 trains laveurs, on ne pourra pas passer partout, tout le temps. Surtout que vous passez aujourd'hui sur une section de ligne, parfait, elle est propre. Sauf qu'elle commence immédiatement après à de nouveau se salir, car les feuilles continuent de tomber. Et celles qui tombent entre les cailloux de la voie vont peu à peu s'émietter et se transformer, elle aussi, en bouillie. Cette même bouillie qui sera soulevée au passage du train pour former un nuage qui retombera lui aussi par aspiration sur la voie. Donc il faudra repasser. Et ça jusqu'à la fin du phénomène, donc vers fin décembre.
Pour la petite histoire, il y a longtemps, quand il y avait 2 agents à cabine et que ça patinait fort, un descendait et prenait avec lui la plaque de queue. Alors, la plaque de queue, c'est une tôle ronde qui servait de signalisation en queue du train. Il courait au devant du train et se mettait à pelleter le sable de la piste avec sa plaque de queue. Et il déposait ça sur le rail. Il avançait ainsi, suivi par le train qui avançait au pas, jusqu'à sortir de la zone de patinage. Aujourd'hui, on a une technologie qui nous aide dans les cas extrêmes d'enrayage, les patins magnétiques. Déclenchés lors des freinages d'urgence, ils permettent de rattraper des situations qui sans ça seraient désespérées. Mais c'est la dernière cartouche, un freinage d'urgence. Donc on ne vise pas trop le point d'arrêt. Et si vous vous demandez que sont ces patins, rendez-vous dans cette vidéo. Nous avons aussi des ABS, comme sur les voitures. Ces systèmes calculent électroniquement le juste freinage pour ne pas enrayer, car enrayer c'est glisser, et glisser ce n'est pas freiner, mais subir et allonger les distances. Quand on freine, les plaquettes de frein viennent se coller sur les disques. Grâce à des capteurs de vitesse placés sur les roues, l'ABS permet de relâcher la pression dès que la roue se bloque. Pression, relâchement, jusqu'à 25 fois par seconde. Ainsi, les roues ne se bloquent pas, la voiture ne dérape pas et le conducteur peut ainsi garder la maîtrise de sa trajectoire. Inversement, nous avons aussi des anti-patinages pour les démarrages. Même système électronique, mais qui cette fois régule l'accélération. Et enfin, il y a la patte du conducteur, mais de moins en moins utile au fur et à mesure que l'électronique prend le pas. Nous insistons aussi fortement sur la formation des conducteurs à l'usage du frein. Utilisez le bon type de frein suivant la situation et surtout freinez moins pour freiner mieux. Le réflexe de base quand le frein semble inopérant, c'est de freiner plus. Vous avez exactement le même avec votre voiture. Et c'est pourtant l'inverse qu'il faut faire. Sauf que ce n'est pas naturel du tout. Donc, on l'apprend. Et en aide, c'est aussi ce que fait l'ABS. Il faut vivre ces sensations pour les comprendre. Voir son indicateur de vitesse, le compteur de votre voiture, faire du yo-yo entre 0 et 160 au freinage, car la roue se bloque, se débloque, se rebloque, et voir la distance fondre entre nous et le point d'arrêt. Surtout qu'on a 150 tonnes qui poussent et 400 clients à bord. C'est juste terrible à vivre. Dans le jargon, on dit qu'on fait de l'huile. Bon, je n'explique pas le pourquoi de cette expression, je vous laisse deviner. Mais soyez certain qu'un train dans ces conditions, et on est ruiné de fatigue. Et la saison des enrayages et patinages, ça dure environ 2 mois. Y'a qu'à couper les arbres, le fameux y'a qu'à. Bah oui, plus d'arbres, plus de feuilles. Alors, outre le fait qu'on peut aussi supprimer toute trace de nature pour ne plus être embêté et mourir avec elle juste après, là aussi l'histoire parle. Du temps de la vapeur, les incendies le long des voies n'étaient pas rares. Les tisons qui sortaient de la cheminée retombaient autour et mettaient le feu. D'ailleurs, quand j'ai annoncé il y a bien longtemps à ma grand-mère que j'allais devenir conducteur, sa première réaction a été de me dire « Tu vas mettre le feu partout » car elle avait vécu ça. Sa récolte qui part en fumée après le passage d'un train et ça l'avait marqué à vie. Bon, bien entendu, je n'allais pas conduire de vapeur, mais elle expliquait ça à une mamie de 80 ans qui n'est jamais sortie à plus de 10 km de chez elle. Donc à l'époque, on coupait. Mais alors, en mode extermination totale, à 150 mètres à la ronde. Et pour être certain que ça ne repousse pas, on arrosait copieusement la zone de désherbant à vous faire tomber les dents rien que de le sentir. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Depuis, on n'a plus de vapeur et une conscience écologique. On coupe, oui, mais beaucoup moins qu'avant, et de manière plus précise, plus ciblée. Et de toute façon, à la moindre opération d'entretien d'une zone, pas très loin d'une ville, on a directement les associations de défense des arbres et autres collectifs des brins d'herbe qui nous tombent sur le dos. Et même qui, l'automne venu, nous tomberont aussi sur le dos en mode « Comment une feuille peut-elle bloquer un train? Vous êtes nuls !» Savent pas freiner les jeunes, et puis c'est tout, dans le temps. Mon pauvre Dédé, toujours à la ramasse niveau argument. Car voilà, ça n'a rien à voir avec la compétence, mais tout avec la technologie. Il y a 20 ans, un train du quotidien, c'était souvent un truc de 60 à 70 tonnes, qui roulait à 120 km/h, et encore quand il avait le vent dans le dos. Aujourd'hui, c'est un train de 150 tonnes qui roule à 160 km/h. Oui, ils sont plus grands, plus confortables, plus rapides,
plus performant, mais de fait beaucoup plus lourd. Sauf que les lois de la physique sont ce qu'elles sont. L'énergie accumulée est décuplée. Aussi, pour freiner, ce sera beaucoup plus compliqué. On est toujours avec roue acier sur rail acier. Pour freiner ça, adieu semelles de frein qui viennent frotter sur la roue. Il faut quelque chose de plus performant. Aussi, désormais, les trains modernes ont tous des disques de frein. Mais les semelles avaient un gros avantage en plus du frein. Elles nettoyaient la roue. Aujourd'hui, on n'a plus ce nettoyage mécanique non souhaité mais bien pratique. Autre facteur, la variété du trafic. Jusqu'à la chute du fret, voire la vidéo concurrence SNCF pour comprendre, on avait beaucoup de trains de fret partout. Et un train de fret, c'est lourd et long. Pour nettoyer les rails par passage des roues, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus de fret ferroviaire en France, et pratiquement que du train de voyageurs. Mais le train de voyageurs, c'est léger et court en comparaison d'un train de fret. Donc c'est pas terrible pour ce qui est de nettoyer la rail. Dernière salve de Dédé, et comment ils font dans les autres pays? On est vraiment nuls en France. Décidément, c'est vraiment pas le jour ou pas le sujet pour Dédé. Les autres pays ont les mêmes problèmes que nous, et ils luttent comme nous, sans pour autant trouver de solution miracle. Aux Pays-Bas, ils tentent même de traiter le rail avec un laser, sans grand résultat. Au Japon, ils pulvérisent de la céramique pour nettoyer la voie. En Grande-Bretagne, on traite aux ultrasons. En Belgique, on met des filets autour des arbres pour retenir les feuilles. Mais pas une de ces techniques ne permet de solutionner le problème. Sinon, vous pensez bien qu'on l'aurait déjà copié. Donc non, on n'est pas nul. On n'est juste pas meilleur et pas pire que les autres. Je m'aime et je m'apprécie, moi. Faut regarder hors de France au lieu de le fantasmer. Alors oui, d'ici un mois, ça va encore être la fête et des litres d'huile vont couler. On le sait, on prévient avant, on lutte pendant, mais voilà, ça existait, existe et existera toujours car notre couple roue-acier sur rail-acier souffre de sa plus grande force et c'est là sa faiblesse. Ouais, c'est pas faux. Alors si d'ici un mois votre train a un peu de retard et qu'on vous dit que c'est à cause des feuilles, dites-vous qu'un agent a fait de l'huile pour arriver jusqu'à vous. Allez, à bientôt. Tchou tchou.